Au dîner d'anniversaire de mes parents, ma mère a plaisanté devant tout le monde en disant que ma sœur avait le béguin pour mon mari. Quand la tablée a ri, je les ai finalement confrontés, jusqu'à ce que mon mari prononce une seule phrase calme qui a fait blêmir ma mère. Ma mère pointait sa fourchette vers mon mari quand j'ai posé la mienne. C'est l'image qui me revient sans cesse, pas le moment d'avant, pas le rire qui l'a précédé. Pas le son spécifique de 30 personnes se taisant d'un seul coup. Juste ma mère, Carole Ashworth, dans sa robe d'anniversaire, celle dont elle m'avait envoyé une photo par texto 3 semaines plus tôt avec la légende « Tu penses que c'est trop ?» tenant une fourchette à salade tendue vers Marc comme si elle portait un toast. Disant à ma tante Renée, assez fort pour que toute la table l'entende, que ma sœur Stacy avait un énorme béguin pour le mari de sa sœur. Ce mot spécifique, énorme, dit avec le délice particulier d'une femme qui a raconté une histoire si souvent qu'elle a oublié qu'elle n'est plus drôle pour personne d'autre qu'elle. Quelques personnes ont gloussé. Le genre de rire mal à l'aise, celui qu'une pièce produit quand personne n'est sûr s'il est censé trouver quelque chose d'amusant et se plie par défaut à la pression sociale du moment plutôt qu'à son propre instinct. Stacy était assise à 3 sièges de moi et je l'ai regardée recevoir cela. C'est ce que je veux que vous compreniez. Elle l'a reçu. Elle a baissé le menton, a souri et a laissé la couleur monter à ses joues d'une manière qui, chez une autre femme dans un autre contexte, aurait pu ressembler à de la gêne, mais que j'ai observé suffisamment de fois pour la reconnaître pour ce qu'elle était réellement. Du plaisir. Ma tante Renée, souriante et totalement inconsciente de la géographie spécifique de la situation dans laquelle elle venait d'entrer, s'est tournée vers Marc. Eh bien, avez-vous de beaux-frères ou cousins avec qui vous pourriez arranger un rendez-vous pour Stacy? Quelqu'un qui aurait ses bons gènes? La table attendait. J'ai posé ma fourchette. Le son qu'elle a produit contre la porcelaine était petit et précis, et il a atterri dans la pièce de la manière dont les petits sons précis atterrissent lorsqu'une pièce est déjà à l'écoute de quelque chose. Comme un point à la fin d'une phrase que tout le monde ressentait mais que personne n'avait encore écrite. Comment osez-vous, ai-je dit. Laissez-moi revenir en arrière, car le dîner d'anniversaire n'était pas le début de l'histoire. Et vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé dans cette salle de banquet sans comprendre les 8 années qui y ont mené. Je m'appelle Brenda Callaway. J'ai 37 ans. Je suis marié à Marc depuis 6 ans. Et avant cela, j'ai passé environ 12 ans à être le genre de fille que ma mère décrivait aux autres comme la responsable, ce qui dans notre famille était une désignation qui signifiait celle qui ne nécessite pas de gestion, et donc celle dont les besoins ne requièrent pas d'attention. Ma mère, Carole, a 63 ans, petite, aux traits fins, et dotée d'une intelligence sociale spécifique qu'elle a passé sa vie à déployer de manière auquel il est presque impossible de s'opposer directement, car le mal arrive toujours à l'intérieur de quelque chose qui ressemble à autre chose. Une blague, une inquiétude, une observation offerte avec la tête penchée d'une femme qui ne veut que le bien. Les gens qui la rencontrent en soirée l'adorent. Les gens qui ont grandi dans sa maison la comprennent différemment. Mon père, Denny, a 66 ans. Plus silencieux, c'est un ingénieur civil à la retraite qui a bâti sa vie professionnelle sur la précision et sa vie personnelle sur une forme très spécifique d'évitement stratégique. Il aime ma mère de la manière pratique et engagée d'un homme qui a pris une décision il y a 40 ans et a organisé sa vie intérieure pour ne pas y revenir. Ce n'est pas une mauvaise personne. C'est une personne qui a choisi, de manière constante et pendant de nombreuses années, de laisser passer des choses qui méritaient peut-être de ne pas être laissées de côté. J'y reviendrai. Ma sœur Stacy a 34 ans. Elle est la fille cadette, celle que ma mère décrit comme un esprit libre, ce qui dans notre famille signifie celle qui nécessite une gestion et donc celle dont les besoins reçoivent une attention constante. Pour être direct, elle n'est pas malveillante au sens calculé du terme. Elle est quelque chose que je trouve, à certains égards, plus difficile. C'est une personne qui a été si complètement encouragée dans le comportement particulier au centre de cette histoire qu'elle a véritablement perdu la capacité de le reconnaître comme un problème. Elle pense que ce qu'elle fait est charmant. La personne dont l'opinion compte le plus pour elle lui a dit que c'était le cas. Marc Callaway a 39 ans, mesure 1,88 m, et est un ingénieur en structure doté d'un calme particulier qui n'est pas de la passivité. C'est le calme d'un homme qui a mûrement réfléchi à ce qui vaut la peine de réagir et à ce qui ne le vaut pas. Qui a construit sa vie intérieure sur les mêmes principes qu'il applique aux structures porteuses. Savoir quelle est la pression, savoir d'où elle vient, savoir combien le matériau peut supporter. Il est, dans les termes spécifiques de cette histoire, la personne la plus patiente que j'ai jamais vue être mise à l'épreuve. Nous nous sommes rencontrés au dîner d'anniversaire d'un ami commun il y a 8 ans.
Il était assis en face de moi et a passé les 20 premières minutes à poser des questions qui portaient réellement sur ce que je disais, plutôt que de construire des ponts conversationnels vers ce qu'il voulait dire. J'ai remarqué cela. À la fin du dîner, j'avais remarqué plusieurs autres choses. Et le jeudi suivant, lorsque nous avons pris un café qui a duré 4 heures, j'avais commencé à comprendre que j'étais en présence de quelque chose que je n'avais jamais rencontré auparavant. Je l'ai présenté à ma famille après 3 mois. Le premier signe avant-coureur était suffisamment petit pour être expliqué, ce que j'ai fait. Stacy était sur le canapé quand nous sommes arrivés. Elle s'est levée quand Mark est entré, ce qui était normal. Elle lui a serré la main, ce qui était normal. Elle a maintenu la poignée de main 3 secondes de plus que la durée normale d'une poignée de main, ce que j'ai classé dans la catégorie Stacy étant Stacy. Une catégorie que je maintenais depuis l'adolescence et qui fonctionnait comme un conteneur pour les choses que je ne voulais pas examiner directement. Le deuxième signe avant-coureur est arrivé à Noël. Stacy avait trouvé Mark près de la cuisine où il était allé chercher des boissons. Et la conversation que j'ai surprise sur la fin avait la texture spécifique d'une conversation qui avait été différente un instant auparavant. Pas d'une manière que je pouvais pointer, juste dans la qualité de sa posture et la qualité du visage de ma sœur quand elle s'est retournée et m'a vu. Elle s'est légèrement écartée de lui. Il s'est un peu redressé. Ta sœur posait des questions sur le projet que j'ai mentionné au dîner, a-t-il dit, d'un ton neutre. Oh, c'est intéressant, ai-je répondu, et j'ai laissé tomber, parce que j'étais au début d'une relation et que choisir ce qu'il faut prendre au sérieux est quelque chose que l'on fait avec les informations que l'on a, pas celles que l'on aura 3 ans plus tard. Le troisième signe avant-coureur était un texto. Mark me l'a montré lui-même, c'est ainsi que je connais la nature de son caractère et la nature de ce qui se passait simultanément. 7 mois après le début de notre relation, Stacy lui a envoyé un texto directement, pas dans une conversation de groupe, pas quelque chose qui m'était envoyé avec copie à lui, directement à son numéro, qu'il ne lui avait pas donné. Et, tu devrais venir à ce truc samedi. Ce sera amusant. Ne t'inquiète pas de le dire à Brenda, elle déteste les foules de toute façon. Il m'a montré le texto dans l'heure qui a suivi. Il m'a aussi montré sa réponse, qu'il avait déjà envoyée. Je ne cache rien à Brenda. S'il te plaît, ne m'envoie plus de texto directement. Il m'a regardé fixement quand j'ai fini de lire. Je voulais que tu vois les deux, a-t-il dit. Je l'aime pour ça. Je l'ai aimé pour beaucoup de choses au cours de ces 8 années, mais je l'aime spécifiquement et de manière permanente pour le fait que son premier instinct à ce moment-là a été de s'assurer que j'avais le tableau complet. J'ai appelé ma mère. C'était, rétrospectivement, la première de plusieurs erreurs que je ferais dans la catégorie consistant à croire que la bonne réponse à cela était une conversation privée. Ma mère a écouté mon récit du texto avec l'attention particulière d'une femme qui décide en temps réel comment se positionner par rapport à un conflit entre ses 2 filles. Quand j'ai eu fini, elle a dit, Brenda, ma chérie, Stacy a toujours eu un petit faible pour les hommes que sa grande sœur fréquente. Tu sais comment elle est. C'est inoffensif. Elle ne va rien faire. Tu sais comment elle est. La phrase spécifique d'une famille qui a décidé qu'un schéma de comportement est un trait de personnalité et donc non susceptible d'être changé. Maman, elle a envoyé un texto directement à mon petit ami et lui a dit de ne pas me le dire. Je lui parlerai, a dit ma mère. Mais n'en fais pas toute une histoire. Tu vas la mettre dans l'embarras. Ma mère lui a parlé. Je ne sais pas ce qui a été dit. Ce qui a changé, c'est rien. Je pourrais vous donner 6 autres exemples des 2 années suivantes. Je vous donnerai celui qui compte le plus, car c'est celui que j'ai emporté avec moi à ce dîner d'anniversaire et c'est celui qui explique pourquoi, quand j'ai finalement parlé, ce que j'ai dit est sorti avec le poids spécifique de quelque chose qui avait été retenu pendant très longtemps. Le jour de mon mariage, en juin, il y a 3 ans. Mark et moi avions convenu d'une petite cérémonie, 40 personnes, un restaurant comme lieu, le genre de mariage qui privilégie l'événement réel plutôt que la production de l'événement. Je me préparais dans une pièce près du couloir principal. Ma demoiselle d'honneur, mon amie d'université Dana, m'aidait avec mon voile. La pièce avait une fenêtre qui donnait sur le couloir adjacent, et elle était ouverte car l'après-midi était chaude. J'ai entendu la voix de ma mère dans le couloir. J'ai entendu la voix de Mark répondre. Je n'ai pas entendu toute la conversation. J'en ai entendu des morceaux, déconnectés, arrivant par la fenêtre entre les instructions de Dana sur le voile. J'ai entendu la voix de ma mère dire quelque chose avec le mot sur dedans.
J'ai entendu Marc répondre quelque chose que je n'ai pas pu saisir. J'ai entendu à nouveau la voix de ma mère, et cette fois c'était assez clair. Il n'est pas trop tard, tu sais. Personne ne te blâmerait. Je suis resté complètement immobile. Les mains de Dana se sont arrêtées sur le voile. Nous nous sommes regardés. Puis le couloir est devenu silencieux et 1 minute plus tard, Marc est entré dans la pièce par la porte et il m'a regardé avec une expression qui était stable et déterminée, mais qui portait aussi quelque chose. Je pouvais voir qu'elle portait quelque chose, un poids qu'elle n'avait pas quand il avait quitté la pièce 20 minutes plus tôt. Et il a dit, prête? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ai-je demandé. Il m'a regardé un instant. Nous pourrons en parler plus tard. Pour l'instant, je veux t'épouser. Nous nous sommes mariés. C'était un bon mariage. Je m'en souviens comme d'un bon mariage. Dana qui pleurait. Le visage de mon père quand il m'a accompagné à l'hôtel. L'expression de Marc quand je l'ai rejoint. La qualité spécifique d'un moment où tout ce que vous avez construit arrive en même temps. Nous en avons parlé la 4e nuit de notre lune de miel, dans l'espace spécifique que les lunes de miel créent. Éloigné, privé, la vie ordinaire en pause. Il m'a dit ce qu'elle avait dit. S'il était sûr de vouloir m'épouser. Qu'il n'était pas trop tard pour reculer. Je suis resté allongé dans le noir pendant un long moment après ça. Puis j'ai appelé ma mère depuis la salle de bain de l'hôtel à 23h30, la porte fermée pour que Marc ne m'entende pas pleurer. Elle a dit qu'elle aurait dit la même chose à n'importe quel marié. Nous savions toutes les deux que c'était un mensonge. J'ai raccroché. Je me suis assise sur le carrelage froid d'une salle de bain d'hôtel à Santorin pendant 20 minutes. Puis je me suis lavé le visage, je suis retourné me coucher et je me suis allongé à côté de mon mari en pensant, je vais devoir décider quoi faire de cette famille. Pas aujourd'hui, mais un jour. Ce jour a pris 3 années de plus, faite de distances gérées, d'événements familiaux soigneusement sélectionnés et de la charge émotionnelle spécifique d'une personne qui a décidé de maintenir une relation avec des gens qui continuent de prouver par petites touches qu'ils ne la méritent pas. Et puis l'invitation à l'anniversaire est arrivée, et Marc l'a prise sur le comptoir un mardi soir et a dit la chose qui a tout changé. Et si nous y allions, et s'il dépasse les bornes, qu'il le fasse devant tout le monde. Pas de déformation de l'histoire plus tard. Des témoins. Nous avons failli ne pas y aller. Je veux le dire clairement. J'ai passé 3 jours avec cette invitation sur le comptoir de la cuisine. Passant devant comme on passe devant quelque chose qu'on a décidé de ne pas toucher avant d'y avoir suffisamment réfléchi. 40 ans de mariage, le méridien banquet au La Westfield, dîner, danse, un diaporama que je savais être soigneusement monté pour présenter mes parents comme une histoire d'amour, parce que ma mère monte tout. 30 invités, principalement de la famille, quelques amis de longue date de mes parents, ma tante Renée et son mari, mon cousin Patrick et sa femme. Des gens qui connaissaient ma famille depuis assez longtemps pour s'être forgés des opinions bien arrêtées sur nous tous, qu'il faudrait des preuves significatives pour réviser. Le point de Marc était tactique, ce qui est très Marc. Il est ingénieur en structure de formation et de tempérament. Il pense à la façon dont les choses tiennent, où sont les points faibles, ce qui se passe quand on applique une pression à un endroit spécifique. Il avait identifié, au cours de 3 années de gestion privée du comportement de ma famille, que la nature privée de cette gestion était le mécanisme qui permettait au comportement de continuer. Chaque conversation se déroulait en chuchotement, au téléphone ou lors de petites réunions de famille où ma mère pouvait plus tard décrire ce qui s'était passé dans les termes qu'elle trouvait les plus utiles. Des témoins, pas de réécriture, pas d'appel téléphonique privé à des parents qui n'étaient pas présents pour remodeler le récit. Tout le monde là, voyant la même chose dans la même pièce au même moment. Quelle est la limite, lui ai-je demandé. Sur quelle limite sommes-nous d'accord? Il y a réfléchi un moment. Si elle amène le truc de Stacy dans la pièce, si elle en fait une blague devant les gens, c'est la limite. Et si elle le fait, alors nous ne partons pas tranquillement, a-t-il dit. Nous ne nous défilons pas. Nous disons ce qui est vrai devant les gens qui ont besoin de l'entendre. Je l'ai regardé par-dessus la table de la cuisine. Et tu es prêt pour ça? Il a croisé mon regard. Je suis prêt pour ça depuis 3 ans. Nous avons répondu oui. Je dois vous parler des semaines qui ont précédé le dîner, car c'est là que l'histoire a cessé d'être purement personnelle pour commencer à impliquer des personnes qui pouvaient la voir de l'extérieur. Notre thérapeute, la docteure Pamela Hoey, psychologue clinicienne agréée,
14 ans de pratique privée spécialisée dans les systèmes familiaux et la dynamique des limites, travaillait avec nous en tant que couple depuis 18 mois. Non pas parce que notre mariage était en difficulté. Je veux être précise à ce sujet. C'est parce que naviguer dans ma famille d'origine avait créé un type de stress continu que nous avions décidé collectivement d'arrêter de gérer seul. Pam a été la première professionnelle à qui j'ai raconté toute l'histoire dans l'ordre où elle s'était réellement produite, plutôt que la version édulcorée que j'avais donnée aux gens qui nous connaissaient, ma mère et moi. Elle avait cette qualité spécifique d'attention thérapeutique qui ne cherche pas à rassurer avant de chercher à comprendre. Elle laissait les choses s'installer dans la pièce avant d'y répondre, ce qui signifiait que ce qu'elle disait finalement semblait avoir été véritablement réfléchi. Quand je lui ai dit que nous allions au dîner d'anniversaire, elle m'a demandé ce que j'espérais. Je veux qu'ils montrent qui ils sont vraiment, ai-je dit. Devant des gens à qui on ne pourra pas raconter une version différente par la suite. Elle y a réfléchi. Que ferez-vous s'ils ne dépassent pas la limite? Si la soirée reste polie? Alors nous rentrerons à la maison et nous réévaluerons, ai-je dit. Mais je ne pense pas que ce soit ce qui va se passer. Pourquoi pas? J'ai pensé à la fourchette de ma mère pointée sur mon mari, une scène que je n'avais pas encore vue mais que je pouvais construire à partir des données de 40 ans. Parce qu'elle ne peut pas s'en empêcher, ai-je dit. Quand elle a un public, elle ne peut pas s'en empêcher. Ce n'est pas une performance pour elle. C'est juste ce qu'elle fait. Elle pense que c'est charmant. Pam a hoché la tête. Et Marc est engagé dans cette approche. C'était son idée, ai-je dit. Elle m'a regardé avec l'expression qu'elle utilise lorsqu'elle décide de dire ou non ce qu'elle pense. Je veux que vous soyez tous les deux préparés à ce que les conséquences soient plus difficiles que le moment lui-même, a-t-elle dit. La vérité publique a tendance à ne pas se terminer avec la soirée. Je lui ai dit que nous comprenions cela. Je ne pense pas que l'un de nous l'ait pleinement compris, mais elle a eu raison de le dire. L'autre conversation importante a eu lieu la semaine avant le dîner. Mon amie Dana, la même Dana qui ajustait mon voile dans cette pièce 3 ans plus tôt, qui s'était figée en entendant la voix de ma mère dans le couloir, m'a retrouvé pour un café un jeudi matin et a écouté mon récit du plan avec l'attention concentrée d'une personne qui vous connaît depuis assez longtemps pour voir ce qu'il y a sous la stratégie. « Est-ce que Marc va bien ?» a-t-elle demandé. « Il va mieux que bien, ai-je dit. Il gère ça depuis 6 ans, et il en a fini de le gérer en silence. Et toi? Tu vas bien? » J'ai enroulé mes mains autour de ma tasse de café. Je suis fatigué, ai-je dit. C'est la réponse honnête. Je suis fatigué de gérer ça en privé et de voir ça se reproduire dans le contexte suivant parce qu'il n'y avait pas de conséquences. Dana est restée silencieuse un moment. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit, j'étais dans cette pièce quand ta mère lui a parlé avant le mariage. Je l'ai entendu depuis le couloir. Je n'ai rien dit parce que je ne savais pas quoi dire, j'étais ta demoiselle d'honneur et c'était le jour de ton mariage. Elle a regardé son café. J'y ai beaucoup pensé. Tu ne savais pas, ai-je dit. Je sais, a-t-elle répondu. Mais j'y ai pensé quand même. Elle a fait une pause. Je l'ai regardée. Merci. Elle a serré ma main sur la table. Va au dîner. Dis ce qui est vrai. Le Méridien Banquet Olin samedi soir d'octobre est le genre de lieu qui rend bien en photo et qui semble un peu trop éclairé en personne. Les lustres trop brillants, le linge trop blanc, les arrangements floraux légèrement plus grands que ceux que la table ne l'exige strictement. Mes parents planifiaient cet événement depuis 8 mois et ma mère m'avait appelé 6 fois pendant ces mois pour des détails sur lesquels j'avais la quantité appropriée d'opinion, c'est-à-dire mesurée et exprimée avec soutien. Car c'est le rôle que j'ai toujours joué dans la production de l'image de ma famille. Nous sommes arrivés à 18h45. Le dîner était à 19h. Marc portait une veste bleu marine que j'aime sur lui. Je portais la robe vert foncé que Dana m'avait aidé à choisir 2 semaines plus tôt, qui, selon elle, me donnait l'air de quelqu'un qui avait déjà pris une décision. La première heure s'est déroulée exactement comme je l'avais dit à Pam, polie, superficielle, la mécanique sociale confortable d'une famille qui joue sa meilleure version d'elle-même pour un public. Mon père a porté un toast qui était vraiment touchant. Denis n'est pas un homme éloquent, mais il est honnête, et son amour pour ma mère, quelles que soient ses complications, est réel. Les gens ont applaudi. Ma mère a pleuré au bon moment, ce qu'elle fait très bien. Marc et moi étions assis ensemble, nous avons mangé et parlé à mon cousin Patrick et à sa femme Julie,
qui sont deux des personnes les plus fonctionnelles de ma famille élargie et que j'aime sincèrement. J'observais ma mère de l'autre côté de la table. Elle était chaleureuse, expansive, touchant les bras des gens, faisant tourner la pièce avec l'aisance de quelqu'un qui est dans son élément et le sait. Stacy était au bout de la table. Elle était venue seule, ce qui était habituel, et portait une robe que ma mère, j'ai appris plus tard, l'avait aidée à choisir, ce qui était moins habituel, sauf si l'on comprenait l'investissement spécifique de ma mère dans la présentation de Stacy lors d'événements où Mark serait présent. Je notais ces choses comme on note des choses quand on a convenu avec son mari d'être attentif. Pas avec paranoïa, mais avec l'attention spécifique et concentrée d'une personne qui a décidé de voir clairement. À 20h14, je connais l'heure car j'avais vérifié mon téléphone sous la table pour confirmer que le vol des parents de Mark avait atterri. Ils nous rendaient visite le week-end suivant. Ma tante Renée s'est tournée vers Stacy et a demandé, avec la curiosité chaleureuse d'une femme qui a été suffisamment longtemps hors de l'orbite quotidienne de la famille pour ne pas connaître le paysage, si Stacy avait un petit ami. La table s'est tue. Je l'ai senti avant de le voir. Le léger déplacement de l'attention collective vers Stacy, et ma mère a allumé la mèche. Le rire, ce rire aigu et cristallin qu'elle produit quand elle a décidé d'être charmante. La fourchette levée. L'annonce faite à la table, de la manière dont elle livre les choses qu'elle a décidé être trop bonnes pour être gardées. Oh, je ne sais rien d'un petit ami, mais elle a un énorme béguin pour le mari de sa sœur. Le mot énorme avec l'emphase particulière de quelqu'un qui a décidé que l'emphase rend une histoire meilleure. Quelques personnes rient, mal à l'aise, incertaines, le rire d'une foule qui n'est pas sûre d'avoir reçu la permission de trouver quelque chose de drôle. Ma mère s'est penchée vers Renée, s'étendant, élaborant. Elle se dirigeait maintenant vers la version complète de l'histoire. La version qu'elle avait racontée à d'autres rassemblements sur le petit faible de Stacy pour Mark, sur à quel point c'était adorable, comment c'était juste le genre de choses qui arrivent dans les familles. Rien d'inquiétant. Vous savez comment sont les sœurs cadettes. Stacy était assise, le menton baissé, un sourire privé sur les lèvres et les joues colorées. Renée, souriante, s'est tournée vers Mark. La table attendait. J'ai posé ma fourchette. Le son qu'elle a produit était petit, mais des tables comme celle-là, à des moments comme celui-là, conduisent les petits sons différemment des grands. Une fourchette tombée aurait été du bruit, ambiant, négligeable. Le placement délibéré d'une fourchette sur de la porcelaine dans le silence spécifique qui suit la décision de 30 personnes de rire ou non de quelque chose a une qualité entièrement différente. Tout le monde l'a entendu. Tout le monde m'a regardé. Comment osez-vous ? Ai-je dit. 2 mots. Calme. Sans théâtralité. Juste la précision plate de quelque chose qui est vrai depuis longtemps et qui est maintenant dit à voix haute. La table est devenue complètement immobile. Pas l'immobilité incertaine d'un instant auparavant, mais l'immobilité différente, plus profonde, de gens qui comprennent que quelque chose de réel est en train de se produire. J'ai regardé ma mère. Vous m'aviez promis, tous les deux. Vous aviez juré après le mariage, après les textos, après chaque conversation que nous avons eue, que vous respecteriez notre mariage. J'ai regardé lentement autour de la table, car je voulais dire la chose suivante à toute la pièce et pas seulement à elle. Combien d'entre vous pensent qu'il est acceptable pour une mère d'annoncer le béguin de sa fille cadette pour son gendre comme une anecdote de dîner d'anniversaire ? Les gens ont regardé leurs assiettes. Mon cousin Patrick a regardé sa femme. Ma tante Renée avait posé son verre de vin et était très immobile. Je me suis tourné vers Stacy. Tu mets mon mari mal à l'aise depuis des années. Tu lui as envoyé des textos directement. Tu t'es positionné à chaque réunion de famille de manière à ce qu'ils doivent gérer la situation et me le rapporter, parce que c'est comme ça qu'il est. Et tu restes assise là maintenant et tu laisses maman l'annoncer comme si c'était quelque chose dont il fallait être fier, comme si ça te rendait charmante, comme si c'était mignon. La couleur de Stacy, qui avait été le rose du plaisir, avait viré à autre chose. Ma mère s'est ressaisie. Elle se ressaisit toujours. C'est l'une de ses véritables compétences, la vitesse de la récupération. Le pivotement du moment de l'exposition à sa gestion. Brenda, dit-elle d'une voix soigneusement modulée, celle qu'elle utilise lorsqu'elle est sur le point de recadrer une situation pour faire de moi le problème. C'était juste une blague, un béguin innocent. Nous en avons toujours plaisanté. Je ne voulais offenser personne. Elle a cherché de la sympathie du regard autour de la table, un regard exercé.
Celui qui dit « Vous voyez à quoi j'ai affaire ?» et a ajouté « Je ne m'attendais certainement pas à ce que ça se transforme en scène. » Une scène. Son mot. Le mien était vérité. C'est une femme de 34 ans, maman, ai-je dit. Il n'y a rien d'innocent chez une femme de 34 ans qui poursuit un homme marié. Et il n'y a rien de drôle à l'annoncer à un dîner de famille devant 30 personnes comme si c'était une qualité attachante. Tu es dramatique, a-t-elle dit. Plus bas maintenant, mais je pouvais entendre la tension sous-jacente. Tu as toujours fait ça. Tu prends quelque chose de léger et tu le rends lourd. Je ne sais pas où tu as appris à faire ça. Elle a regardé Marc en disant cela. Elle a regardé Marc comme s'il m'avait appris à peser les choses qui méritent d'être pesées. Comme si mon objection aux 6 dernières années était une attitude importée plutôt que ma propre conclusion. Et c'est à ce moment-là que Marc a parlé. Il était resté silencieux pendant tout ce temps. Je veux que vous compreniez la qualité spécifique de son silence. Pas une absence, pas un retrait, pas le silence d'un homme qui ne sait pas quoi dire. Le silence d'un homme qui sait exactement ce qu'il pourrait dire et qui décide si c'est le moment. Il s'est légèrement penché en avant. Sa voix, quand elle est venue, était calme, presque conversationnelle. Le registre spécifique qu'il utilise lorsqu'il a mûrement réfléchi à quelque chose et a décidé que cela méritait d'être dit sans drame, car le drame permettrait aux gens de se concentrer sur le drame plutôt que sur la chose elle-même. Je comprends, Carole, a-t-il dit. Puisque tout est une blague pour vous. Il a fait une très légère pause, juste assez longue. J'imagine que ce qui s'est passé avec le voisin, c'était juste pour rire aussi, n'est-ce pas? La pièce est devenue complètement silencieuse. Ma mère s'est figée, pas la performance de se figer, la vraie chose. L'arrêt physique spécifique d'une personne dont le corps a reçu une information que son esprit est encore en train de rattraper. La mâchoire de mon père s'est décrochée. Il était assis en bout de table avec le sang-froid particulier d'un homme qui gère quelque chose depuis longtemps et qui avait cru que ce soir ne serait pas la nuit où cela deviendrait ingérable. Il a regardé Marc, puis ma mère, puis la table. La main de ma tante Renée s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Marc n'a pas élevé la voix. Il ne s'est pas penché davantage, n'a pas changé de posture ni fait quoi que ce soit qui permettrait aux gens de se concentrer sur sa performance plutôt que sur ses mots. Quand vous avez trahi votre propre mariage avec lui, a-t-il dit. C'était aussi pour rire? J'avais parlé de cela à Marc au cours de notre 2e année ensemble, tard une nuit d'hiver, dans l'une de ces conversations qui ont lieu entre des gens qui ont décidé de se faire confiance avec les parties de leur histoire qui ne font pas des récits propres. La liaison de ma mère avec le voisin, un homme nommé Paul Graire, qui vivait à 3 maisons de la nôtre et que mon père considérait comme un ami, avait duré 14 mois, s'était terminée quand mon père l'avait découverte, et avait survécu grâce à une décision que mon père avait prise de rester. Ce qu'il a fait, et de n'en parler jamais à personne en dehors du mariage, ce qu'il a également fait. Je l'avais découvert par accident à 22 ans. Un document laissé en évidence, une conversation que j'avais à moitié entendue et à moitié reconstituée, une question que j'avais finalement posée directement à mon père et à laquelle il avait répondu avec l'honnêteté épuisée d'un homme qui porte quelque chose seul depuis trop longtemps et qui découvre à ce moment-là qu'il ne peut plus le porter. Ma mère n'a jamais su que je savais, ou elle le savait et avait décidé d'agir comme si elle ne le savait pas, ce qui, dans son arsenal d'outils, n'était pas un choix inhabituel. J'en avais parlé à Marc parce qu'il allait être mon mari et que je ne voulais pas qu'il y ait des espaces entre nous remplis de choses que je savais et que je ne lui avais pas dites. Il avait écouté. Il n'avait pas réagi de manière dramatique. Il avait dit « Merci de me l'avoir dit ». Et il n'en avait jamais reparlé. Pas à moi. À personne. Pas une seule fois en 6 ans. Jusqu'à cette table de dîner. Jusqu'à ce que ma mère le regarde et insinue que j'avais appris la mauvaise leçon du mauvais professeur. Il a choisi son moment avec la précision spécifique d'un ingénieur en structure qui comprend que l'application correcte de la pression au bon endroit est plus efficace que la force appliquée largement. Le secret était enterré depuis 23 ans. Mon père l'avait porté. Ma mère avait traversé ses 23 ans avec la confiance particulière d'une femme dont la vulnérabilité la plus exposée avait été contenue, gérée, gardée entre les murs d'un mariage qu'elle avait le pouvoir de redéfinir selon ses propres termes. Maintenant, il était là, au milieu du Méridien Banquet Hall, devant 30 personnes. Le numéro de victime de ma mère, la voix douce, les yeux écarquillés, la performance soignée d'une femme qui a été mal comprise, a disparu.
Ce qui l'a remplacé était quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage en 40 ans. Tu n'as aucun droit. Elle était sur ses pieds. Je ne l'avais pas vue se lever. Un instant assise, le suivant debout, le doigt pointé sur Marc et sa voix à un registre que je ne lui avais jamais entendu. La voix sous la performance, la voix qui existe lorsque la performance a été arrachée par quelque chose qui n'a pas pu être géré à temps. Tu n'as aucun droit d'amener ça dans cette pièce. Carole, la voix de mon père. Il s'était levé aussi, mais la qualité de sa posture était différente. Pas de l'indignation, quelque chose de plus ancien, de plus compliqué. Il a regardé ma mère, puis Marc, puis la table, et sur son visage, j'ai vu l'épuisement spécifique d'un homme qui a porté une chose pendant 23 ans et vient de la voir être déposée par quelqu'un d'autre. Toi. Ma mère s'est tournée vers moi. Son doigt est passé de Marc à moi. Tu lui as dit. Tu as sorti ça de cette famille et tu lui as dit. Il est mon mari, ai-je dit. Il est ma famille. C'était privé. Notre mariage aussi? Ai-je répondu. Et tu en fais une blague publique depuis 6 ans. La pièce. 30 personnes. Personne ne regardait plus son assiette. Ma tante Renée était très immobile, avec l'expression d'une femme qui vient de recevoir une énorme quantité d'informations et qui les trie par rapport à tout ce qu'elle pensait savoir. Mon cousin Patrick avait la main sur la bouche. Julie, sa femme, observait ma mère avec l'expression de quelqu'un qui regarde quelque chose dont il ne peut détacher les yeux. Stacy fixait la table. Le plaisir avait complètement quitté son visage. Ce qu'il y avait à la place était quelque chose que je ne pouvais pas nommer immédiatement. Pas de la honte exactement, plutôt l'expression spécifique de quelqu'un qui se tient sous une lumière particulière depuis des années et qui vient de voir cette lumière changer. Ma mère a regardé autour de la table. Elle cherchait la chose qu'elle trouve toujours. La sympathie, le signe de tête, l'accord collaboratif qu'elle est la personne raisonnable dans n'importe quelle pièce où elle se trouve. Elle cherchait les témoins qui soutiendraient sa version. Ils n'étaient pas là. Chaque visage qu'elle rencontrait était soit détourné, soit figé, soit portait l'expression spécifique de quelqu'un qui a entendu quelque chose qu'il ne peut pas désapprendre. Il n'y aurait pas de réécriture de cela. Pas d'appel téléphonique privé à des parents qui n'étaient pas présents. Pas de remodelage silencieux du récit au cours des semaines suivantes. Aucune version de Brenda a surréagi ou Marc a dépassé les bornes ou ce n'était qu'un malentendu stupide qui pourrait prendre racine et grandir dans l'obscurité. Tout le monde était là. Ils avaient tous entendu. Mon père s'est assis lentement, comme une structure qui a soutenu quelque chose pendant très longtemps et qui a finalement reçu la permission de se reposer. Il n'a pas regardé ma mère. Il a regardé ses mains sur la nappe, les mains d'un homme faisant un long et privé bilan. Ma mère est restée debout un instant de plus, son doigt ne pointant plus rien, sa voix ne trouvant plus ce dont elle avait besoin, dans une pièce qui ne lui donnait pas ce que les pièces lui donnaient habituellement. Puis elle s'est assise, elle aussi. Nous sommes partis à 21h15, sans drame. Nous avons brièvement dit au revoir aux personnes à qui nous voulions vraiment dire au revoir. Ma tante Renée m'a serré dans ses bras à la porte plus longtemps que d'habitude. Mon cousin Patrick a serré la main de Marc et l'a tenu une seconde de plus sans rien dire, ce qui en disait plus que la plupart des choses n'auraient pu le faire. Dans la voiture, Marc conduisait et j'étais assise, les mains sur les genoux, et aucun de nous n'a rien dit pendant environ 10 minutes. Le silence spécifique de deux personnes qui viennent de traverser quelque chose et qui le laissent atterrir avant de commencer à en parler. « Tu vas bien ?» a-t-il finalement dit. « Oui » ai-je répondu. « Et toi ?» ?»« Oui. » Une pause. « Je suis désolé d'avoir soulevé ça sans. »« Ne t'excuse pas pour ça » ai-je dit. Il m'a jeté un coup d'œil. « Elle t'a regardé. Elle a insinué que tu m'avais rendu comme ça, et elle a fait exactement ça pendant 6 ans dans des espaces où personne n'en était témoin et où il n'y avait pas de conséquences. Elle a passé 6 ans à faire de ce que nous avons une blague. J'ai regardé par la fenêtre. Tu lui as donné exactement ce qu'elle me donne depuis 37 ans. La vérité, à voix haute, devant des gens qui ne pouvaient pas prétendre ne pas l'avoir entendu. Marc est resté silencieux un moment. « Tu penses que ton père va bien ?» a-t-il dit. J'ai pensé aux mains de mon père sur la nappe, à 23 ans. Au poids spécifique d'une chose que vous avez choisi de pardonner sans jamais être autorisé à l'oublier. Je pense qu'il porte ça depuis longtemps, ai-je dit. Et je pense que ce soir, c'était
Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est mieux ou pire que ce soit sorti. C'est à lui de régler ça. Marc a hoché la tête. Nous sommes rentrés à la maison. J'ai appelé Dana à 22h22. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai pu entendre au bruit ambiant qu'elle était réveillée. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. Elle l'a fait, ai-je dit. Exactement ce que nous pensions. Et tout? Une pause. Et Marc a dit le truc sur Paul Graire. Silence, puis. Oh. Oui. Oh, Brenda. La pièce, juste. Personne n'a rien dit. 30 personnes et personne n'avait rien à dire parce qu'il n'y avait rien à dire. Dana est restée silencieuse un moment. Tu vas bien? Je suis vraiment fatiguée, ai-je dit. Mais oui. C'est permis, a-t-elle dit. C'est à ça que ressemble la fatigue qui en valait la peine. Je vais vous dire ce qui s'est passé après, car Pam avait raison de dire que les conséquences étaient plus difficiles que le moment lui-même, et je ne veux pas vous donner une version de cette histoire qui s'arrête au cœur dramatique et prétend que c'est là que les choses se terminent. Ma mère m'a appelé le lendemain matin à 8h47. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Elle a laissé un message qui a duré 4 minutes et 17 secondes, ce que je sais parce que j'ai vérifié avant de décider de l'écouter. Je l'ai écouté 2 fois. Elle ne s'est pas excusée. Elle s'est recalibrée. Le message était le travail soigné d'une femme qui a digéré une soirée et est arrivée au cadre qu'elle a l'intention de maintenir. Le cadre était que Marc avait dit quelque chose de profondément blessant qui avait gâché un événement marquant et qu'elle espérait que nous pourrions trouver un moyen de surmonter cela ensemble, en famille. La liaison a été mentionnée une fois, brièvement, comme quelque chose qui avait été résolu et mis de côté des décennies auparavant et que Marc n'avait aucun droit de faire ressurgir. Pas un mot sur la fourchette. Pas un mot sur l'annonce, pas un mot sur les 6 années. Je suis resté avec ce message vocal pendant 2 jours. Puis j'ai appelé Pam et le lui ai fait écouter au téléphone. Qu'est-ce que vous remarquez, a-t-elle demandé quand ce fut terminé. Elle s'est repositionnée en tant que partie lésée, ai-je dit. Oui, a dit Pam. Et que remarquez-vous à propos de ce qu'elle a omis? Tout ce qui a été réellement dit avant que Marc ne parle, n'est-ce pas? Une pause. J'ai appelé mon père cette semaine-là. Cette conversation a été différente, plus calme, plus longue. Menée dans le registre spécifique de 2 personnes qui s'aiment depuis longtemps et qui essaient de trouver la nouvelle version de la carte maintenant qu'un ancien repère a bougé. Je ne savais pas que tu savais, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. J'aurais dû te dire que je savais. J'ai choisi de rester, a-t-il dit. C'était mon choix. Je le referai. Je sais, papa. Ce qui s'est passé au dîner. Il s'est arrêté. Marc n'avait pas le droit. Mais je comprends aussi pourquoi il s'est de nouveau arrêté. Tu n'as pas besoin de l'expliquer, ai-je dit. Ta mère ne va pas changer, a-t-il dit tranquillement. Sans amertume. Avec l'honnêteté plate et spécifique d'un homme qui a évalué une chose pendant longtemps et est arrivé à une conclusion précise. Je sais, ai-je dit. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, a-t-il demandé. Pour toi et moi. J'y ai réfléchi. Ça signifie que je veux avoir une relation avec toi qui ne passe pas par elle, ai-je dit. C'est ce que j'aimerais. Que ce soit possible dépend en partie d'elle et en partie des choix que tu feras. Il est resté silencieux pendant un long moment. D'accord, a-t-il dit. Laisse-moi réfléchir à ce à quoi cela ressemble. Cette conversation est en cours. Elle pourrait durer des années. C'est ainsi que ces choses fonctionnent. Pas proprement, pas d'un seul coup, mais de la manière lente et difficile de gens qui essaient de construire quelque chose de nouveau sur le terrain où se tenait une ancienne structure. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.